Europe 1. Mathieu Béliard. Avec Philippe Douste-Blazy en direct à distance, évidemment, puisque désormais la radio se fait tout en étant confiné. Philippe Douste-Blazy, professeur de médecine, épidémiologiste et ancien ministre de la Santé. Confiné chez vous en ce moment, Philippe Douste-Blazy ? Absolument, je suis chez moi. Absolument, je vous écoute. Merci beaucoup d'accepter de répondre aux questions de nos auditeurs, parce qu'il y en a beaucoup des questions et il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a évidemment des auditeurs qui sont spectateurs d'un débat presque politique au cœur justement du corps médical, et votre pétition a déjà rassemblé plus de 350 000 signatures ce matin. D'ailleurs, parmi nos auditeurs, si certains l'ont signé, cette pétition, qu'ils nous appellent au 39 21. Avant d'accueillir un premier appel, une remarque qui est arrivée à plusieurs reprises sur le hashtag Radio Ouverte ce matin et qui souligne que vous faites partie du conseil d'administration de l'IHU Méditerranée Infection, justement où officie le professeur Raoult. Vous êtes un soutien ou un collègue ? C'est la première chose que j'ai dite d'ailleurs dès l'instant où j'ai exprimé une idée sur ce débat, c'est de dire que je faisais partie du conseil d'administration de la fondation de l'IHU, au même titre que d'autres professeurs de médecine, au même titre que d'autres chercheurs, et en particulier Monsieur Delfrécy, qui est le président du comité d'éthique. Et donc là où il y aurait conflit d'intérêts, si j'avais par exemple une rémunération, si j'avais des billets d'avion qui m'étaient payés, si j'avais des restaurants, des intérêts. Il n'y en a aucun. Jamais de ma vie, je n'ai eu, personne ne pourra jamais prouver qu'il y a eu un intérêt. Non, je le fais parce que je suis tout simplement un médecin, parce que profondément, je pense que ce que fait le professeur Raoult est extrêmement remarquable, et parce que il y a très peu d'êtres humains chercheurs en Europe qui font des publications dans des journaux comme Science, Nature, qui ont des comités de rédaction absolument remarquables et où les papiers arrivent anonymement. Personne ne sait si c'est monsieur le professeur Raoult ou un autre qui les donne. Donc, un homme comme ça se respecte. Et c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, je comprends que il y ait certains scientifiques qui disent il n'y a pas de groupe contrôle parfait, et donc, dans ces conditions, je ne peux pas dire. Moi, je dis que devant l'hécatombe, devant le drame devant lequel nous sommes, il ne faut pas, il faut prendre des décisions de temps en temps. Vous savez, on comptera bien sûr après la bataille les morts, etc. Ça, on les comptera, mais ça sera trop tard pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'en auront pas profité en définitive de ce traitement. Ça sera trop tard pour eux. Et donc, à mon âme et conscience, je l'ai fait. Ce n'est pas politique. Ça n'est pas politique, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Dites-vous, c'était important de commencer par cela. On ne peut pas en trouver. Non, la remarque est arrivée plusieurs fois. Je tenais à vous poser la question. Accueillons ensemble Fabien, qui est rémois dans la Marne ce matin. Bonjour Fabien. Tout à fait. Bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Douste-Blazy. Je suis très bonjour Monsieur. À l'antenne. Soyez le bienvenu sur Europe 1, votre question ce matin. Alors, j'ai pas vraiment de questions. En fait, c'est plus un témoignage. Je suis moi-même scientifique, plutôt en psychologie et santé mentale. Et je tiens déjà à saluer l'initiative de Monsieur Douste-Blazy. Je suis moi-même signataire, bien sûr, de cette pétition. Et je souhaiterais revenir un peu sur les critiques qui sont adressées au travail de Monsieur Raoult. Je précise d'ailleurs par rapport à votre commentaire précédent que moi, je ne connais pas du tout Monsieur Raoult. Je suis de Reims, je ne suis pas du tout de l'IHU de Marseille. Mais malgré tout, je peux apporter mon témoignage quant à la qualité de méthodologique, on va dire, de son travail. Donc, ce qu'on a reproché beaucoup à M. Raoult dans son étude initiale, c'est qu'il y a un faible nombre de patients, mais en réalité, c'est quand même 36, sachant qu'il y a des études de puissance statistique avant chaque étude qui doivent être menées. Il fallait une quarantaine de patients, donc finalement, il n'est pas très loin de 40 avec 36 patients. Le groupe contrôle existe, malgré tout ce qu'on a pu dire et entendre sur les ondes radio ou à la télévision. Il y avait bien un groupe contrôle, même si, comme l'a rappelé M. Douste-Blazy, c'était pas un groupe contrôle constitué dans les règles de l'art, dans le sens où il n'y a pas de randomisation, mais il y a quand même un groupe contrôle. Et voilà. Vous dites, je me permets, pardonnez-moi, parce que là, je ne voudrais pas non plus qu'on perde nos auditeurs dans un débat entre scientifiques. Simplement, sur la méthode. Parce que Philippe Douste-Blazy, j'ai l'impression que vous dites, permettez-moi, que la méthode n'est pas parfaite, que les expérimentations ne sont pas encore terminées ou réussies, mais qu'il faut essayer quand même. Alors que Fabien, là, nous dit que la méthode est bonne. C'est-à-dire que le professeur Raoult a fait avec d'autres hôpitaux
il a pris des patients qui n'avaient pas ce traitement, et il les a comparés avec ces patients qui étaient traités avec la manière qu'il a, c'est l'association médicamenteuse. Et c'est là où on voit justement des différences. Donc vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y avait quand même un groupe qui permettait de différencier ceux qui avaient le médicament et ceux qui ne l'avaient pas. Il y a une étude chinoise qui est sortie il y a maintenant une semaine qui montre 2 groupes, 31-31, mais randomisés cette fois-ci, c'est-à-dire vraiment tout à fait comparable dans les 2 cas, sauf qu'un groupe prenait l'hydroxychloroquine et l'autre groupe ne le prenait pas. Il y a une différence aussi considérable dans les complications pulmonaires. Donc je crois que plus on va vers... Alors par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est malheureux d'ailleurs, c'est que on ne peut aujourd'hui donner ce médicament que dans des formes très sévères. Or, on sait que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas dans les formes très sévères, et malheureusement l'essai Discovery dont tout le monde parle, et on a tous des espoirs parce qu'il n'y a pas que l'hydroxychloroquine qui est essayée, il y a des antiviraux, des associations d'antiviraux qui sont essayées. Eh bien l'hydroxychloroquine, je peux vous le dire déjà tout de suite, l'essai Discovery ne fonctionnera pas sur l'hydroxychloroquine parce que la charge virale est trop basse et c'est avant qu'il faut le donner, c'est dans les formes plus précoces. Merci à Fabien pour sa question, sa remarque. Et ce sont des scientifiques aussi qui nous appellent ce matin sur Europe 1 au 3921. C'est bien normal. Dans ce débat, il est 8h37. On revient dans quelques toutes petites secondes avec Philippe Douste-Blazy. Vos questions, vos remarques, 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Chez Orange, les femmes et les hommes sont mobilisés pendant cette période particulièrement difficile pour vous garantir la meilleure connexion possible. C'est notre priorité. Que vous puissiez échanger et communiquer avec ceux qui vous sont chers, travailler à domicile, mais aussi assurer l'éducation de vos enfants ou encore vous divertir. Pour cela, nos équipes partout en France veillent chaque jour sur nos réseaux et garantissent le bon fonctionnement des services essentiels au pays. Ce qui compte pour nous, c'est de tout faire pour que vous soyez bien chez vous. Restons chez nous. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Chez Lidl, nous nous engageons à donner la priorité aux fruits et légumes d'origine France pour soutenir nos filières agricoles. Ainsi, en ce moment, le filet de 2 kg de pommes de terre françaises spéciales frites est à 1,69 €, soit 85 centimes le kilo. Pommes de terre de consommation, catégorie 1, calibre 40-70, diverses variétés selon arrivage, traitement antigerminatif après récolte, offre valable jusqu'au 7 avril. Pour l'information de tous, les gestes barrières et les distances de sécurité sont affichés clairement. Les respecter, c'est se protéger. Plus d'informations sur Lidl.fr. Mathieu Béliard. Avec Philippe Douste-Blazy en direct sur Europe 1 pour répondre à vos questions, vos témoignages. Alors, il s'est connecté, si j'ose dire, puisqu'on le retrouve toutes les heures sur Europe 1, le médecin d'Europe 1 que vous retrouvez dans Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez. Jimmy Mohamed, vous êtes avec nous, je crois. Oui, rebonjour Mathieu. Rebonjour Jimmy, vous vouliez poser une question à Philippe Douste-Blazy. Oui, j'avais une petite question parce que je l'écoutais attentivement et c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de croyances que le professeur Raoult croit en son traitement. Moi, je pense qu'il faut plutôt croire en la science. Je ne suis pas sûr que l'idée d'une pétition en ligne soit l'idée de progression du débat scientifique, peut-être du débat médiatique et populaire. J'ai une question très simple, c'est que l'Association internationale des spécialistes du traitement des infections, dans un communiqué, se désolidarise et lâche un petit peu l'étude du professeur Raoult. On a la célèbre Mayo Clinic, qui est le meilleur hôpital américain de réputation mondiale, qui décide de ne pas utiliser ce protocole plaquenil et azithromycine au vu du risque authentique et réel de troubles du rythme cardiaque et de décès, alors que nous ne soyons pas sûrs que le traitement soit efficace et que peut-être nous n'aggravons pas la maladie. Une question très simple, si le professeur Raoult est si sûr de son étude, s'il est si sûr de l'efficacité du traitement, pourquoi ne conduit-il pas des études un petit peu plus solides, pas forcément contre placebo, mais de meilleure qualité, si c'est si simple à démontrer? Philippe Douste-Blazy. La réponse est très simple, vous l'avez tous les jours, puisqu'il y a de la même manière qu'au ministère de la Santé, une transparence totale à l'IHU de Marseille. Vous avez le nombre de gens qui sont testés, le nombre de gens qui sont positifs, le nombre de gens qui sont traités, et le nombre d'effets secondaires et le nombre de décès. Bien, regardez, je vous invite, chers confrères, à le regarder là dans quelques secondes. Vous verrez que le taux de mortalité des patients traités à l'IHU de Marseille est, je crois, de 0,5 ou de 0,8%.
temps. Donc vous aurez votre réponse immédiate. Elle est plus que scientifique. Elle est pas, même pas scientifique. Elle est réelle. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que ce médicament n'est absolument pas dangereux, dans la mesure où surtout vous ne faites pas d'automédication. C'est la chose la plus importante à dire à tous ceux qui nous écoutent. Ne jamais acheter une boîte de Plaquenil et d'en prendre tout seul. Il y a des médecins de ville quand même qui se sont retrouvés avec des situations médicales compliquées pour s'être auto-administré de la chloroquine. Il ne faut pas... c'est-à-dire, expliquez-moi, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Alors là, vous me demandez d'aller trop loin dans le dossier médical de ces patients, mais j'étais avec le Plaquenil, c'est un médicament, monsieur Bédia. J'étais avec je précise juste pour vous redonner le contexte, j'ai pas du tout la réponse. J'étais avec le patron de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui me citait des cas de médecins de ville qui se sont auto-administrés du Plaquenil, oui, vous avez raison, pour se soigner à la chloroquine. Oui, c'est ça. Mais sachez que hier matin, dans un quotidien, Le Figaro, le patron de la haute autorité de santé précédent et le directeur scientifique de l'agence du médicament, l'ancien, ont signé une pétition en faveur de l'hydroxychloroquine. Non, faire croire que l'hydroxychloroquine est un poison, je suis sûr que aucun médecin de la Mayo Clinic que je connais bien ne le croira. C'est pas possible, puisqu'il y a des dizaines de milliers de gens qui sont soignés. Alors ensuite, il y a l'association, en effet, parce que les deux du peuvent coup, ce que vous dites, c'est important, Philippe Douste-Blazy. Quand on nous dit que c'est dangereux, que si on allait sur cette voie-là, on se mettrait en danger, on est en train de nous mentir ou de nous dévier de cette piste-là ? Non, je trouve ça très bizarre, si vous voulez, qu'au bout de 60 ans, alors qu'on n'a jamais dit une seule fois que la nivaquine était dangereuse, alors que là, il s'agit de l'hydroxychloroquine, qui est beaucoup moins dosée que la nivaquine. Bon, mais on n'a jamais entendu, je n'ai jamais entendu de ma vie dire que c'était un médicament extrêmement dangereux sur le plan cardiologique, et pourtant, je suis cardiologue. Donc là, nous avons dit, et d'ailleurs c'est ce que fait le professeur Raoult, et tous ceux qui s'en servent, qui se servent de ce médicament, on fait un électrocardiogramme avant. Bien sûr, on le fait 3 jours après, et puis on regarde. Et jusqu'à maintenant, il n'y a eu d'ailleurs, et pour tous ceux qui ont fait des études sur cette association, il n'y a pas ce qu'on appelle dans l'électrocardiogramme, mais on ne va pas aller trop dans le détail, mais il y a une onde qui s'appelle l'onde Q, l'autre qui s'appelle l'onde T. Eh bien, l'espace est très important, parce que si l'espace commence à grandir, il peut y avoir un risque. Il n'y a pas de modification de l'espace QT sous cette association. Merci Philippe Douste-Blazy. Alors c'est parfois technique et en même temps les sujets le sont en ce moment évidemment. L'ancien ministre de la Santé, cardiologue, vous l'avez rappelé aussi, Philippe Douste-Blazy. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et aux questions de nos auditeurs. Votre pétition a dépassé les 350 000 signatures, c'est sûr. On va reparler de l'hydroxychloroquine, y compris sur cette antenne. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions aussi sur le hashtag Radio Ouverte. Il est 8h43.